Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission donc du lundi, le Weekly Market Analysis. Ici François Ablé pour présenter l'actualité des marchés, l'actualité hebdomadaire globale et aussi regarder avec vous en détail tout ce qui est opportunités techniques sur les marchés financiers. Donc c'est donc une revue complète que je présente maintenant depuis maintenant, je pense, ça fait maintenant 12 semaines, hein, donc ça va vite, hein. Alors, comme j'ai dit, mon nom est François Ablé. Si vous venez de me découvrir, je suis donc trader actif et puis aussi trader particulier comme la plupart d'entre vous. Et également, je suis le responsable de la structure éducative et informative qui est le GSTA, donc le Global Street Trader Academy, qui est basé au Canada, donc qui est une académie en ligne, d'accord, pour apprendre les traders particuliers à devenir rentables sur les marchés financiers. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéressait davantage, sachez que vous tombez à pic puisque nous sommes dans la période d'inscription. Vous pouvez donc me contacter ou également rentrer en contact avec le GSTA, donc à partir de Messenger Facebook, d'accord? Ou alors laisser un message dans la newsletter sur notre site internet qui est le www.gstacademy.com ou aussi par l'intermédiaire de la chaîne YouTube. Donc, vous avez juste à laisser un commentaire avec votre information et je rentrerai en contact avec vous, d'accord? Donc, c'est la période d'inscription. Ça a commencé qui est depuis le 15 mars jusqu'au 5 avril pour la première vague et je communiquerai davantage pour les étapes suivantes. Mais vous êtes bien sûr dans le temps pour vous inscrire, voilà. Alors, donc comme d'habitude, hein, on se retrouve pour parler de, comme je dis, des points de marché. L'actualité fondamentale actuellement n'est pas est seulement guidée par un seul facteur, hein. On va bien sûr décortiquer tout à l'heure. Je vais donc passer rapidement en revue l'avertissement lié au risque concernant cette activité de trading. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, il faudrait donc prendre connaissance que cette activité n'est pas une activité, disons, c'est pas un jeu, d'accord? C'est un métier. Donc, il faudrait vraiment prendre toutes les précautions pour pouvoir avoir une activité, je vais dire, une activité responsable et saine, d'accord? Et aussi rentable, parce que c'est ça qui nous intéresse. Donc, à présent, je vais passer à l'avertissement au risque. Donc, comme vous le voyez à l'écran, je vais donc réduire le cadre de mon écran, voilà, pour que vous puissiez bien prendre connaissance. Donc, les futurs, les actions, les ETF, les options et les CFD, qui sont des produits, généralement les produits pour investisseurs avancés, d'accord? Certains, parmi lesquels on retrouve les produits dérivés comme les options et les CFD, et d'autres produits également comme les warrants et tout ça, qui sont utilisés dans le trading, présentent voilà, des forts potentiels de récompense, bien sûr, mais aussi sont des armes, j'allais dire, des armes de destruction massive des capitaux. Donc, si ils sont mal utilisés, malheureusement, vous aurez bien sûr des difficultés. Donc, il faudrait être conscient des risques. Et puis aussi, cette émission, bien sûr, qu'on réalise est seulement à titre indicatif et informatif. Donc, c'est en aucun cas un conseil d'investissement ou une recommandation d'achat ou de vente quelconque d'un actif de type spéculatif, d'accord? Puisque c'est de ça que nous traitons dans nos émissions. Donc, j'imagine que vous avez pris connaissance des faits liés au risque. Je vais donc passer, bien sûr, à la présentation de cette émission. Alors, Weekly Market Analysis 12, donc ça fait 12 semaines déjà qu'on présente ces émissions, chaque semaine, ça va vite. Et aujourd'hui, donc, comme j'ai dit, au-delà donc notre routine habituelle concernant le sommaire des actifs à surveiller, c'est-à-dire on a le Forex, on a le GBP USD qui a le vent en poupe, hein, on va le voir bientôt. USD4 qui est en fait dans une zone un peu d'incertitude, donc il faut rester prudent. Euro-dollar, c'est pareil, d'accord? Le Dow Jones et le Nasdaq, donc les indices majeurs américains que je traite et dont je suis spécialisé, je peux dire que techniquement, on est neutre, d'accord? Mais fondamentalement, ça ne sent pas bon, d'accord? On va voir pourquoi. Les matières premières, l'or, le cuivre, le pétrole et le gaz naturel, la plupart d'entre eux ont profité en fait de la faiblesse du dollar pour se renforcer, notamment l'or. Donc, si vous vous souvenez, dans l'émission passée, je vous avais dit de payer l'or à 1000, de payer, ce n'était pas une recommandation d'achat, bien sûr, mais le point de marché que je présentais et ma stratégie que je voyais, je disais en fait que je chercherais uniquement à payer l'or à partir des 1305, 1310.
et on a vu donc un décalage haussier par la suite jusqu'à 1340, d'accord? Donc ceux qui ont été sur le coup, bravo, voilà, donc ce sont des exemples de trades comme ça que on peut revoir, et on l'a vu venir ce trade là, d'accord? On l'a vu venir, et donc du coup, il ne peut pas nous surprendre. Le bond du trésor également, l'eurobond et puis le T-note. Donc le T-note et l'eurobond qui sont actuellement dans des phases de marché aussi incertaines, parce que n'oubliez pas aussi que les crises financières au niveau de ce qu'on appelle les rate benchmark, j'ai oublié le terme, mais c'est-à-dire ce sont les indices de référence au niveau des taux d'intérêt obligataires. Donc, c'est-à-dire que c'est comme un peu ce qu'on appelle souvent le spread, d'accord? C'est l'écart, hein, l'écart obligataire entre les différents taux d'intérêt concernant les États-Unis et l'US, d'accord? On voit que cet écart-là, il se rétrécit, d'accord? Quand il se rétrécit, en général, ce sont des signes, en fait, je ne peux pas dire que c'est ça qui fait que, ça veut dire que la crise arrive, mais ce sont ces rétrécissements-là souvent qui montrent en fait les prémices, hein, les prémices d'une, quand on a des contractions, on voit des prémices en fait disons, des mouvements baissiers violents à venir. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que ben, j'avais déjà évoqué, parce que vous savez que quand on a les spreads justement qui s'écartent, d'accord, quand on a de grandes déviations, de grands mouvements, ça veut dire en fait que on est en route pour la croissance, d'accord. Donc, c'est-à-dire que le gouvernement imprime beaucoup d'argent dans l'économie, il y a beaucoup d'emprunts, le coût d'emprunt est relativement bas, d'accord. Donc, en général, ça veut dire qu'on est dans des phases d'expansion ou de reprise. Mais quand on est vraiment dans des phases où cet écart-là de taux se rétrécit, ça peut souvent montrer qu'on est dans des signes de surchauffe, puisque ça veut dire que la plupart des personnes n'ont plus donc d'argent ou ne sont plus portées à emprunter de l'argent, et donc ça coûte cher, d'accord? Et à un certain niveau de production, on peut assister bien sûr à des situations de surchauffe. Voilà. Donc, c'était pour illustrer un peu mes propos. Bien, on va donc passer à donc l'interprétation pardon, du tableau économique. Alors, cette semaine, il n'y a pas vraiment de... Il y a quelques petits, disons, quelques petites nouvelles, hein, quelques petites nouvelles au niveau macroéconomique. Mais ce que j'ai à dire, parce que habituellement, je donne un peu mon sentiment, mon approche fondamentale des marchés. Ce que j'ai à dire cette semaine, bon, bien vrai que cette semaine ou depuis la semaine passée, en fait, on est bien sûr dans des phases de marché qui sont guidées uniquement par la supposée guerre commerciale. Moi, je l'ai dit, c'est pas une guerre commerciale, hein, le trade war. C'est comme ça que les journalistes ont qualifié donc ce fait de trade war de guerre commerciale, parce que une guerre commerciale, quand on parle de guerre commerciale, moi, à mon niveau, ou ce que j'ai appris, c'est quand, par exemple, la plupart des grands pays, en fait, se mettent dans une situation de belligérance au niveau commercial, c'est-à-dire que chacun commence à prendre des mesures ou des sanctions commerciales envers l'un envers l'autre, d'accord, envers chaque pays. Mais jusqu'à présent, c'est un challenge commercial entre la Chine et les États-Unis, d'accord? Donc, on peut pas parler de guerre commerciale puisque pour le moment, la Chine n'a pas fait appel à ses alliés ou ses supposés alliés. Les États-Unis également n'ont pas fait appel à ses supposés alliés. D'ailleurs, les supposés alliés des Américains demandent à l'État américain de mettre balle à terre et puis de régler ces histoires de supposées guerre commerciale à l'amiable. Donc, il n'y a pas vraiment de guerre commerciale, mais c'est le terme qui est employé justement pour, moi je dis, pour faire bouger les marchés. N'oubliez pas que le président Donald Trump également a écrit un livre qui s'appelle The Art of Deal. Donc, il sait de quoi donc, il sait qu'est-ce qu'il fait, même si sa personnalité est un peu excentrique. Hein, donc, mais sinon, et un peu imprévisible d'ailleurs. Mais sinon, la question de guerre commerciale pour moi, n'est pas valide. Hein. C'est vraiment dirigé vers un seul et unique pays qui est la Chine. Et quand vous voyez bien sûr les chiffres trimestriels au plan commercial de la Chine, vous comprendrez pourquoi. Hein. Un pays qui s'est dit, on va dire, adepte de la mondialisation
Et puis, vous regardez ces chiffres commerciaux, on voit donc l'import, le chiffre d'import, d'importation qui est à 4%, et puis le chiffre non, qui est à 6%, et puis le chiffre d'exportation qui est à 44%. D'accord? Donc, ils ont inondé le marché mondial de leurs produits. D'accord? Donc, du coup, tant qu'eux ne respecteront pas les règles sur le plan commercial, ben, ce serait difficile en fait pour justement laisser interpréter que on est dans une bonne dynamique commerciale, on a une bonne collaboration commerciale. Donc c'est un peu ce côté-là que, parce que on aurait pu, hein, le président américain avait la marge, il aurait pu mettre d'autres sanctions commerciales ou d'autres quotas, d'autres tarifs sur différents produits, mais pourquoi il vise seulement l'aluminium et l'acier? Posez-vous la question, d'accord? Parce que les Chinois sont des adeptes, hein, de la production industrielle. Donc, ils utilisent beaucoup tout ce qui est plastique, tout ce qui est cuivre. On va le voir pourquoi le cuivre actuellement est sous pression. Ils utilisent beaucoup l'acier, l'aluminium, voilà, tout ce qui est facteur qui rentre vraiment dans l'industrie pure, la manufacture pure. Donc voilà pourquoi le président américain a décidé de taper là. Sinon, il aurait pu prendre aussi d'autres produits, d'accord? Donc c'est un bras de fer entre la Chine et les États-Unis. C'est pas un war trade comme les gens l'appellent. C'est le thème qu'ils ont désigné, mais moi je trouve que je trouve pas approprié parce que c'est uniquement dirigé vers la Chine uniquement. Et d'ailleurs, le marché place des espérances sur les anticipations d'un accord imminent sur ces questions-là, entre les États-Unis et la Chine, d'accord? Donc, si vous allez voir que quand on va avoir un peu de répit au niveau de ces négociations commerciales, vous allez voir que les indices vont se remettre à progresser, à aller vers le haut, d'accord? Mais tant qu'on va rester en fait avec ce spectre de bras de fer commercial entre la Chine et les États-Unis, ben, on verra que toujours les indices seront sous pression, d'accord? Ça sera sous pression. Donc voilà pourquoi j'ai mis un commentaire sur ma page Facebook où j'ai parlé de acheter la propagande et vendre la réalité, d'accord? La propagande, c'est bien sûr au niveau de ce supposé war trade, et la réalité c'est que c'est juste un challenge commercial, c'est juste une manière de taper sur la table pour la Chine de dire, hey, arrêtez donc arrêtez de vous comporter justement comme ça, et ce n'est pas correct, ces règles de marché. N'oubliez pas qu'en 2014-2013, quand la Chine avait fait une croissance annuelle de, je crois, de 9 ou 10%, euh, ils avaient en fait, si je me souviens bien, euh, ils avaient, dans la même année, ils avaient dévalué le yuan presque 6 fois, d'accord? Juste pour pomper, hein, leurs produits au niveau commercial. Normalement, ça, c'est pas des choses qui sont acceptables pour, en fait, pour une bonne collaboration euh, commerciale sur le plan mondial. Il y a des règles, d'accord? Si vous regardez le document publié par l'OMC, donc l'Organisation mondiale du commerce, vous allez voir qu'il est totalement contradictoire avec ce que la Chine, les pratiques que la Chine fait présentement. Donc, ne nous pressons pas, regardons attentivement s'il y a disons, des problèmes, on va dire, parce que je vois que généralement, les gens ont du mal avec la personnalité du président américain, et il y a de quoi d'ailleurs. Et donc, tous ces facteurs, tant géopolitiques, politiques, macroéconomiques, parce que les chiffres qui concernent les États-Unis, uniquement les États-Unis, sont de bons chiffres. On a vu les commandes de biens durables. Les commandes de biens durables sont à leur plus haut historique depuis 7 ans. On a vu également l'indice de confiance du consommateur. On a vu également aussi les, les chiffres de ventes au détail qui ne sont pas si mauvais, d'accord? Donc, les chiffres macroéconomiques au niveau commercial sont bons dans l'ensemble, au niveau des États-Unis. Mais c'est en ce qui concerne simplement les facteurs politiques, comme également récemment, bon, vous avez vu qu'il y a une vague de limogeage dans le camp Trump. Voilà. Il y a aussi ce spectre qui plane au niveau de l'infiltration, l'ingérence
possible de la Russie dans son élection. Donc, normalement, il est supposé avoir un procès. Après, il a des affaires, il est mêlé à des affaires de scandale de sexe avec l'actrice de film adulte Stormy Daniels. Il y a beaucoup de salissage sur sa personne et dans ses environnements. Il y a aussi également, il a remplacé le conseiller de la sécurité spéciale à la Maison Blanche, qui était une personne qui était très modérée, qui était Mick Master, et il a remplacé par John Bolton. John Bolton, c'est quelqu'un qui a massacré les Irakiens. Hein. En 2015, voilà, c'est lui il disait même souvent qu'il faut même une bombe nucléaire sur l'Iran. Donc, il faisait du chantage à cause justement des plateformes pétrolières. Et John Bolton, curieusement, en 2015, il était dans le gouvernement de M. Barack Obama. Bon, je m'arrête là. Donc, c'était pour dire que euh, ce monde-là, en fait, les gens qui entourent le président américain, ce sont ceux-là qui, et puis lui-même, son comportement, c'est purement politique, donc qui pèse, c'est ces faits politiques qui pèsent en fait sur le dollar. Sinon, au niveau macroéconomique, le dollar reste une série quand même assez acceptable. Et donc, voilà pourquoi ça amène certains analystes à conclure que les indices en fait américains ne sont pas baissiers. Moi, je ne suis pas de leur avis. Ils disent que les indices américains sont neutres, d'accord? Moi, je dis que les indices américains sont neutres, voire baissiers, parce que le politique prend toujours une place importante dans, on va dire, c'est-à-dire au niveau du marché financier, parce que les décalages boursiers que vous voyez souvent ne sont pas simples, hein? C'est pas juste c'est pas juste des facteurs macroéconomiques. Il y a vraiment une part du politique et aussi de la géopolitique, d'accord? Et en général, les facteurs géopolitiques et les facteurs politiques amènent donc une décorrélation générale des marchés financiers, d'accord? Ça fait que vous allez avoir, par exemple, souvent, j'ai déjà expliqué ça, vous allez avoir, parce qu'on sait que souvent, le dollar, l'US dollar index est inversement corrélé avec les indices américains. Donc, si l'indice du dollar baisse, on devrait voir en fait les indices majeurs américains s'apprécier. Mais très souvent, avec les facteurs politiques et les facteurs géopolitiques, on peut avoir donc les indices américains plongés et le dollar index également plongé. D'accord? Donc, ça amène donc une illogique interprétation des facteurs que je viens de placer parce que les mouvements ne sont plus suivis statistiquement et on a souvent des décalages inattendus, des mouvements erratiques, d'accord? Donc, c'est dans cette mesure-là que vous devez donc prendre vos précautions, vous devez regarder les marchés, vous devez les prendre tels qu'ils sont et ne pas interpréter ou supposer interpréter des choses qui n'ont pas de rapport. Quoi qu'il en soit, actuellement, moi, au niveau des indices, jusqu'à ce stade, je demeure toujours neutre, voire baissier, mais on va voir bientôt à l'écran les signaux, on peut avoir aussi des signaux haussiers inattendus, d'accord? Parce que du point de vue technique, si vous avez l'habitude de faire de l'analyse technique, vous savez sans doute que quand on invalide une figure baissière, c'est un signal haussier. D'accord? Ça, c'est intuitivement. Si on invalide également une figure haussière, c'est un signal baissier. D'accord? Et dans le cas des indices majeurs américains, on est vraiment dans des configurations baissières. Et si on invalide ces figures baissières-là, et que en même temps ça coïncide à un accord, voilà, un accord justement un accord de principe entre le gouvernement américain et le gouvernement chinois sur les tarifs ou les taxations douanières, vous allez voir que les indices vont prendre 600 points, 700 points en ligne droite, d'accord? Et personne ne comprendra pourquoi. Alors que on se trouve dans des zones, on va dire en général de surchauffe. Tout simplement, ce sera des rebonds techniques dus en fait à ces accords-là. Et donc, ça fait échouer, le politique a fait échouer des détails, des patterns techniques qui étaient supposés être baissiers. D'accord? Voilà pourquoi on a des rebonds aussi. Ça aussi, c'est des scénarios qui peuvent se matérialiser. Bref, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, c'est ce que j'avais donc à dire un peu à ce niveau. Alors, on va regarder rapidement le tableau de calendrier des marchés. Voilà. A priori, comme je vous ai dit cette semaine,
À part au niveau de l'Europe, l'indice de confiance de consommateur flash qui va apparaître, disons, 5 heures du matin. Donc, c'était aujourd'hui. Oui, c'est ça, c'était aujourd'hui. Donc, c'est en fait l'heure canadienne, hein. Donc, en Europe, je crois que c'est 9h10 à peu près. On a également le PIB définitif, donc du mois, du trimestre en question. Le trimestre, le premier trimestre de l'année 2018, d'accord? Vous avez également les stocks bruts de pétrole qui paraissent en fait généralement le mercredi à partir de 10h30 heure bien sûr de heure nord-américaine. Donc le mercredi on a les stocks bruts de pétrole, on a aussi le PIB aussi qui sera en parution. Le jeudi on a l'indice des prix national des mises en chantier, très bon indicateur et indicateur aussi qu'on appelle les leading indicators. Donc, ce sont des indicateurs de précurseurs qui annoncent également en général l'état de l'économie à venir. Donc, ça, c'est au niveau de l'Angleterre. On a aussi le baromètre COF de la Suisse, qui est c'est l'indice, en fait, l'indice de un peu de confiance, pas du consommateur, mais l'indice de confiance de l'économie. Donc, comment est-ce que les Suisses perçoivent où les grands groupes qui dirigent économiquement la Suisse perçoivent donc la, la perçoivent en fait l'état de l'économie suisse, voilà. Après, vous avez la balance des paiements, solde courant, euh, en Angleterre également. Alors, il faut remarquer que la Grande-Bretagne, à partir de son accord de principe, son accord juridique qu'il y a eu entre justement le représentant de l'Union européenne et aussi le représentant également de la Grande-Bretagne, c'est de ces deux-là qui interviennent dans la négociation de ce divorce entre l'euro et l'Europe et la Grande-Bretagne. Il y a eu un accord de principe, d'accord? Voilà pourquoi ça a soulagé donc les marchés londoniens, le marché donc du FTSE de la Grande-Bretagne, d'accord? Puisque c'est purement politique. Donc du coup, on voit que le GBP est très fort en ce moment, il a de vent en poupe. Mais cependant, ne vous attendez pas à ce que ça continue toujours de monter, hein. Les marchés ne montent pas jusqu'au ciel, malheureusement. Donc, il peut y avoir des consolidations, des respirations temporaires pour envie après de repartir encore vers le haut. Donc, sachez donc gérer vos positions sur le GBP USD ou GBP quelconque, GBP CAD ou GBP NSD. Mais il y a quand même de forts mouvements et il va y avoir peut-être encore certainement de forts mouvements à venir là-dessus, d'accord? Donc, c'est ça. Alors, le GBP, au niveau du final, le PIB final est attendu en léger recul, d'accord? Donc, le précédent PIB était à 1,7%. Celui qui va sortir est à 1,4%, donc c'est un léger recul, d'accord? Mais on constate qu'il y a quand même une série de chiffres macroéconomiques qui ont été publiés au niveau du GBP qui sont à son avantage. Donc, il ne devrait pas avoir assez de décalage assez inattendu, surtout avec cette supposée soft Brexit qui est en marche. Donc, il devrait, donc, je peux dire que personnellement, le GBP actuellement est une paire qui est recherchée. Et ça se voit d'ailleurs sur les flux, les flux de progression sur le plan du marché des devises. Voilà. Donc, on a aussi l'indice des prix à consommation au niveau de l'Allemagne, le CPI, d'accord? On a aussi le PIB canadien qui va être publié le jeudi, d'accord, jeudi 29 mars, qui est attendu en statu quo, donc précédent 0,1% et prévision 0,1%. Voilà, il ne devrait pas avoir de surprise. Donc, ça veut dire que si, par exemple, le chiffre sort à 0,3 ou 0,2, on peut avoir aussi un renforcement du côté du dollar canadien. Parce qu'actuellement, le dollar canadien se sent un peu mieux, hein, il respire. On a le NAFTA, les négociations de NAFTA qui amènent les gens à être plus ou moins optimistes. Et puis également aussi, on a l'exemption du Canada et des États-Unis concernant les tarifs douaniers. Donc tout ça, tous ces faits politiques là justement, ces faits politiques et ces faits commerciaux qui sont de grande envergure, amènent donc le dollar canadien à se renforcer, d'accord? Donc le dollar canadien commence un peu à lever la tête parce que il vient en fait, il sort d'une période en fait baissière, donc ça commence à aller un petit peu mieux pour lui.
Et puis, ben, on a aussi l'indice de confiance du consommateur de l'Université de Michigan, hein, qui va être en parution également le jeudi, d'accord? Et puis on termine vendredi avec les mises en chantier au niveau du Japon, et puis le PIB manufacturier. Donc ça, c'est un chiffre très, 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 très important au niveau de la Chine, d'accord? PMI manufacturier, production industrielle de la Chine, ça sera le vendredi. Donc ça sera une façon pour vous de mesurer, donc de voir l'impact au cours de la semaine pour voir s'il y a eu un impact, bien sûr, sur la production industrielle concernant les tarifs douaniers, d'accord? Donc ça, c'est à suivre. Au niveau donc de Daily FX, parce que bon, là on vient de voir CMC Market, donc je jette un coup d'œil rapidement sur Daily FX parce que des fois on a souvent des divergences, hein, donc vous savez. Donc juste pour bon, indice de confiance du consommateur qui est attendu à la hausse, d'accord? On a également la balance des biens, la balance commerciale des biens qui est également attendue en recul, ce qui est bon signe pour les États-Unis. Donc vous voyez, le PIB annualisé, donc trimestriel, le PIB annualisé donc au niveau des États-Unis est attendu à 2,7 et au précédent à 2,5. Donc vous voyez que les chiffres macroéconomiques au niveau des Américains sont plus ou moins bons dans l'ensemble. C'est simplement les facteurs politiques qui agissent négativement sur l'ensemble du marché financier. Pardonnez-moi. Après ça, bon, rien de spécial à voir. Vente au détail annuel au niveau du Japon à 1,7. Taux de chômage allemand attendu en léger recul à 5,3 au lieu du précédent de 5,4. Voilà, donc c'est à peu près tout, hein. Taux de chômage également au niveau du Japon. Donc le Japon qui est vraiment le meilleur taux de chômage qui existe actuellement sur le marché, hein. Je considère qu'ils sont en plein emploi. Le précédent était à 2,4 et celui qui est attendu est à 2,6. En général, quand on parle de plein emploi, c'est 5% ou moins comme taux de chômage. Mais eux, ils sont à 2,6. Donc, bon, il n'y a rien à dire. Ils sont vraiment très, très, très bons chiffres économiques. Bon, très bien. On va passer maintenant, bien sûr, aux détails graphiques. Voilà. Je vais donc déplacer ma caméra pour que vous puissiez bien voir. Voilà, je vais la mettre là. Alors, au niveau du graphe, donc je pars bien sûr, comme d'habitude, en données hebdomadaires. Je quitte en données hebdomadaires pour que vous puissiez bien voir donc de quoi il s'agit. Alors, vous voyez ici que en données hebdomadaires, donc on a toujours tenu donc cette progression du GBP USD dont on avait parlé depuis de nombreuses semaines, c'est-à-dire ce biseau, ce triangle ascendant dont la sortie est généralement haussière. On a cassé le triangle ascendant, on a fait un plus haut dans la zone hachurée en bleu. Donc, je vais vous montrer, en fait, c'est une zone très, très forte, hein, qui a été travaillée à maintes reprises. Après ça, on a fait un pullback sur des niveaux assez importants pour prendre appui. Et là, on semble se diriger vers encore cette zone hachurée en bleu. Si j'étais à votre place, moi, personnellement, j'allais prendre mes bénéfices. Moi, c'est ce que moi, je ferais, d'accord? Parce que cette zone hachurée en bleu est une zone qui est, regardez l'historique, hein, a été travaillée assez souvent. On a eu voilà, une cassure, une récassure, on retravaille donc cet espace-là. Dans le passé, ça a servi de support et maintenant, ça va certainement devenir résistance. Donc, on a un principe de polarité, donc de changement de polarité. Donc, support qui devient résistance. Et dans ces zones, en général, c'est très difficile de faire du trading. Soit peut-être vous pouvez, disons, faire de l'intraday, mais ça va dépendre encore là. Mais moi, je resterai vraiment à l'écart de cette zone hachurée en bleu. Donc, ceux qui sont rentrés ici, ou bien ici, ceux qui suivent nos émissions depuis longtemps, ils ont certainement eu pour leur compte, d'accord? Il peut attendre peut-être que le marché pousse un petit peu, puis quand on arrive dans les zones ici, on peut sortir ou bien couvrir partiellement nos positions. Mais dans tous les cas, il faudrait faire attention parce que si vous voyez très bien, parce que bon, il y a beaucoup de traits, mais je vais plutôt agrandir pour vous montrer pourquoi je dis ça. Si on monte là, d'accord, on est monté, on a fait un plus haut sur la zone assurant bleu, on a fait également un pullback, ce qui est normal, c'est technique. Et puis on repart dans le sens, dans le sens, dans le sens précédent, d'accord? Si on arrive dans la zone en bleu ici, ou bien si on échoue là, ça va donc matérialiser un double top, d'accord? Et en général, un double top, c'est des figures de retournement baissier, d'accord? Retournement baissier. Donc, si on fait un double top ici, on échoue à ce niveau.
on va avoir donc une correction de GBP/USD. C'est purement technique, hein, ça n'a rien de fondamental et tout ça, parce que le fondamental, c'est le fondamental qui guide le marché également. Donc, si on a, disons, des nouvelles qui vont en faveur donc, de cette observation technique, on va voir le GBP/USD progresser, d'accord, dans la mesure où le GBP se renforce et le USD est sous pression. Mais si, par exemple, on a des inversions, des changements ou voilà, des inversions de biais sur le dollar américain, et puis on a, par exemple, des essoufflements qui se montrent sur le GBP, on peut avoir, bien sûr, à très court terme, voire à moyen terme, des corrections à venir sur le GBP/USD, d'accord? Donc, la zone ici est à surveiller, la zone que j'ai mis en rouge. Si on la casse, bien sûr qu'on va accélérer, d'accord? Je peux mettre également en données horaires, d'accord? Donc, en données horaires, on voit très bien que cette ligne, je vais dire, ce support, non, cette résistance oblique hebdomadaire qu'on a cassée, bon, maintenant qui n'est plus valide, hein, donc qui est en gris, je vais l'enlever. Donc, cette longue résistance qui a été cassée a montré donc une accélération du GBP. La zone en rouge ici, c'est le plus haut, en fait, le plus haut de février, qui n'avait pas été encore cassé, donc il n'y avait pas de plus haut encore du mois de mars. Par contre, on avait déjà fait un plus bas, qui est la zone ici en vert. Donc, c'était la zone à payer ici, d'accord? Et puis, le marché a progressé. Donc, arrivé dans cette zone ici, vous voyez, comme je l'ai dit, vous voyez qu'en intraday, ça forme déjà une figure baissière, hein, qui est en fait un biseau ascendant. Donc, la sortie est généralement baissière. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on échoue sur cette zone ici, en rouge ici, si on échoue là, on va bien sûr avoir des corrections parce qu'un marché, bien sûr, ne monte pas en ligne droite, il monte en dents de scie, donc on peut avoir des rétractements à court terme. Et puis après, on va se chercher, donc on va latéraliser, voire être neutre. Et puis s'il n'y a plus de force donc pour poursuivre le mouvement haussier qui était initié auparavant, bien sûr, on va bien sûr casser ce biseau là qui est en brun et puis aller chercher donc les points bas, d'accord? Donc, il faudrait commencer à sécuriser vos gains. Si vous êtes rentré à l'achat, bravo. Vous avez vu ici comment cette tendance était vraiment puissante. Du point de vue technique, c'était un peu difficile de faire progresser le GBP/USD. C'est seulement le plan fondamental et politique qui a fait progresser cette valeur. Parce que vous voyez ici qu'on a des latéralisation, consolidation, impulsion, latéralisation, impulsion encore. Donc, c'est vraiment des mouvements brutaux donc, qui ont fait des chocs positifs, j'allais dire, des chocs positifs sur les marchés financiers qui sont reliés à des facteurs politiques qui ont fait monter donc la paire GBP/USD. Mais actuellement, on arrive sur des sommets majeurs, donc il faudrait songer à sécuriser vos gains et vos capitaux parce qu'on peut avoir bien sûr en cas d'échec, si on valide donc on invalide cette progression haussière, ça peut donner un signal baissier à très court terme, d'accord? Et il ne faudrait pas être en contre-tendance. Pour le moment, c'est propre, ça peut aller. Et donc, bravo à tous ceux qui ont acheté le GBP/USD. J'ai bien pu voir que la plupart d'entre vous ont payé le GBP/USD. Donc, ça, c'était vraiment top shape comme trade. Au niveau de l'USD4, donc l'USD4, on avait vu que on avait fait un double bottom, bien sûr, de façon latérale. On a cassé, bien sûr, la zone assurant en bleu. On n'a pas confirmé parce qu'on devait justement confirmer cette cassure, mais malheureusement, on a le CAD qui se renforce, d'accord? Le CAD, le dollar canadien qui se renforce. Le discours de la Banque du Canada et le discours également à l'opposé de la Fed ont joué en faveur du dollar canadien parce qu'au niveau de la Fed, Jerome Powell, qui est donc maintenant à la tête de la Fed, avait botté en touche au niveau de la communication sur le relèvement des taux d'intérêt. Le marché déjà, ça s'attendait déjà à un relèvement des taux d'intérêt. On a bien vu, d'accord? Et il n'y a pas eu de surprise, sauf que le ton et son verbiage qui était attendu n'a pas été convaincant, n'a pas été incisif, d'accord? Donc le marché l'a pris comme un signal, on va dire, neutre, voire même bearish. Donc, du coup, on a eu donc une consolidation au niveau de l'USD4 pendant que le cadre lui-même se renforçait hein, du point de vue également fondamental et aussi technique. D'accord? Donc, voilà pourquoi on a pratiquement invalidé parce que là, on est en données hebdomadaires, hein, on est en weekly.
Et puis, on casse bien sûr la zone assurée en bleu et on revient réintégrer encore cette zone assurée en bleu, d'accord? Donc, ça veut dire que le double bottom so-so, hein, faudrait y voir parce que vraiment, ça ressemble bien sûr. Si cette semaine-là, on ne ressort pas de ce niveau, de cette zone assurée en bleu et que on reconsolide encore et qu'on plonge, on casse même la ligne en jaune qui est le 1,28 230, qui est une ligne extrêmement importante, qui est un niveau extrêmement important. Si on repasse en dessous de 1,28 230 en jaune ici, alors là, je peux dire que le double bottom, cette figure qui est ici, qui a été observée ici, serait invalidée. Et ça, c'est un gros signal baissier parce que nous sommes en données hebdomadaires, d'accord? Donc, il faudrait suivre ça attentivement. Pour le moment, je vous recommande d'être neutre, de ne pas travailler sur ce marché-là parce que il n'y a pas de directive claire. Si on part en intraday, vous allez voir, vous voyez ici, on a fait un plus haut qui est ici en rouge et on n'a pas pu traverser, on n'a pas pu confirmer donc ce plus haut qu'on est vraiment dans une dynamique haussière. On a replongé et on se trouve dans la zone ici en bleu. La ligne jaune ici qui est le 1,2830 qui correspond en fait à la ligne de coup en fait du double bottom qu'on avait vu, on avait perçu ça en données hebdomadaires. Si on repasse en dessous de cette ligne de coup, cette neckline, on va assister bien sûr à un vent baissier donc sur l'USD4, d'accord? Donc, il faudrait faire attention. Pour le moment, moi, je reste neutre sur cette paire. Si vous voulez travailler là-dessus, sur la paire en scalping, il y a de quoi parce qu'il y a des gens qui, beaucoup sont très bons quand même en scalping. Donc, on peut exploiter la zone de 1,29 650 et 1,2830. On peut l'exploiter en scalping. Mais en ce qui concerne donc de l'intraday ou bien du swing trading, il faudrait rester neutre, d'accord? Ou disons en dehors de ce marché-là. L'euro-dollar, donc l'euro-dollar, on va le revoir encore. L'euro-dollar qui depuis quelques semaines, depuis maintenant 2 mois et demi, est neutre, d'accord? Est neutre. Parce que l'euro est l'inverse du dollar. Mécaniquement, c'est comme ça. Quand le dollar baisse, l'euro progresse. Actuellement, ou depuis quelques temps, étant donné qu'on n'avait pas de direction claire, même s'il y avait un biais baissier, on va dire une anxiété baissière qui pesait sur le dollar, ça mettait l'euro aussi de façon, disons, inconfortable. On pouvait avoir bien sûr des poussées haussières, mais il n'y a pas vraiment de tenue, de vision claire particulière donc sur le dollar, même si on a bien sûr encore une fois de plus le biais baissier, mais généralement, ça donnait des mouvements, disons, ni tête ni queue. Donc, on avait souvent des accélérations haussières, des retours brutaux, violents. Donc, vous regardez ici qu'il n'y a pas vraiment de, disons, de ligne particulière sur l'euro-dollar. C'est pour ça que depuis certains moments, je vous disais d'être neutre, de ne pas travailler ce marché. Certains le travaillaient en scalping, puisqu'on avait quand même une grosse zone de scalping à partir de 1,22 jusqu'à 1,25. Ouais, 1,24, 500, 1,25. Donc, ça faisait à peu près un range de 250 pips. Donc, on pouvait travailler facilement à l'intérieur en intraday. Mais en termes de swing trading, en termes de day trading, il n'y avait rien à faire là-dessus. À moins que vous chopez un point bas et puis vous payez, puis vous restez là-dedans. Ça aussi, c'est faisable. Mais ça, il faudra attendre, bien sûr, de nombreuses semaines. Et la distance entre, parce que quand je me mets dans le graphe de long terme, vous voyez très bien que on arrive bientôt on est bientôt au niveau des résistances obliques ici en rouge qui sont en fait aux alentours des 1,25. Donc la distance entre cette résistance en rouge oblique et également la clôture mensuelle qui est en bleu ici à 1,21 840, l'écart est très très mince. Hein. En intraday, oui, c'est grand parce que c'est quand même 1,21 et puis 1,25, donc c'est pratiquement presque 400-500 pips, oui, mais en données historiques, d'accord, l'écart est très très mince, d'accord, donc du coup, dans des zones comme ça de contraction, comme je vous ai dit, en intraday ou en scalping, en intraday et en day trading, il n'y avait rien à faire là-dessus, d'accord, parce que l'écart est beaucoup trop petit. À chaque fois qu'on va se rapprocher de ce niveau qui est ici, le marché aura tendance à être vendu. Et lorsqu'on descend un petit peu, les acheteurs vont le payer, d'accord? Seules les données fondamentales pourraient nous aider à justement avoir une grosse impulsion et casser enfin cette résistance oblique historique de long terme qui est de 1,25, mais qui part depuis 2008. Hein, on le voit ici, ça part depuis 2008-2009. C'était aux alentours des 1,59, d'accord, qui a été testé une fois.
En 2011-2012, on était à 1,48. Ça a été testé une deuxième fois. En 2014-2015, ça a été testé à 1,39. 3 fois. Et après, on vient encore la retester encore à 1,25 la quatrième fois. Donc, ça veut dire que si on échoue encore sur cette ligne ici, on aura vraiment une violente cassure. Hein, on va replonger. L'euro va replonger encore l'euro dollar va replonger pour passer à travers cette droite oblique en vert que j'ai dessinée. Et même cette ligne en bleu, celle-ci que j'ai dessinée. Ça, c'est si et seulement si qu'on a un dollar qui se renforce de façon inattendue. Et puis aussi, disons également si on a par exemple un discours inopportun de Mario Draghi qui rallume la flamme supposément éteinte, comme quoi il est capable de continuer encore ou bien ils sont dans une optique de continuer ou de prolonger le quantitative easing, donc le QE, qui est une politique non conventionnelle. Et d'ailleurs, le mandat de Mario Draghi arrive bientôt à échéance, d'accord? S'il n'a pas été renouvelé, s'il n'a pas été reconduit, le type qui est supposé, ou la personne qui est supposée le remplacer est supposé être une personne qui n'est pas adepte de ces politiques, de ces forward guidance, d'accord? Ces politiques non conventionnelles. Donc, ça veut dire que si le marché déjà s'aperçoit que le contrat ou le mandat de Mario Draghi prend fin, d'accord? Et qu'il va être supposément être remplacé, puisque pour Yellen, on avait déjà les bruits comme quoi ça n'allait pas être renouvelé, d'accord? C'était d'abord une nouvelle. Donc, du coup, le marché était un peu plus ou moins, on va dire, haussier. Parce que au niveau de Yellen, elle était un peu plutôt dovish sur sur l'indice du dollar américain. Donc, ici, au niveau de l'euro, à chaque fois que l'euro progresse vite, ou l'euro progresse de façon très forte, vous avez Mario Draghi qui ressort de son coin et qui dit non, on va peut-être continuer. Donc, il essaie de nuancer ses propos et puis de essayer de atténuer donc, la croissance un peu trop rapide de l'euro, d'accord, dans cette dynamique-là. Mais dans tous les cas, tenez-vous prêts parce que si on casse 1,25, ce serait vraiment le feu d'artifice, d'accord. On peut aller chercher 1,40, même pourquoi pas en ligne droite. Donc, c'est 1500 pips, hein, de 1,25 à 1,40, c'est 1500 pips, d'accord. Donc, tenez-vous prêts. Pour le moment, je trouve qu'il n'y a rien à faire. Il faudrait rester à l'écart ou regarder et suivre l'actualité fondamentale. On le voit en intraday, hein, c'est un gros range. Il n'y a rien à faire. Si je rétrécis un peu mon écran et puis je le mets ici, voilà. Regardez bien si je zoome, vous voyez que c'est des mouvements inattendus, hausse impulsive, hein, baisse à la volatilité. C'était pendant le discours de Mario Draghi. Hein, encore une baisse inattendue, petite correction, violente baisse, hausse inattendue, baisse. Donc, il n'y a pas vraiment de tendance en tant que telle. Pour un scalper, c'est le paradis, mais pour un day trader ou bien pour un swing trader, ce sont des périodes un peu où il sera anxieux, d'accord, parce que le marché joue vraiment avec les émotions, d'accord. Et tout ça, c'est purement guidé par des facteurs fondamentaux. Il n'y a rien de technique ici, d'accord. On va aller sur l'or. Donc, l'or, je vais le mettre en données hebdomadaires. Voilà. Donc, l'or, au niveau de l'or, en fait, comme je vous ai dit, en fait, l'or en question, si vous remarquez depuis les années, je vais reculer, hein, vous voyez la courbe de l'or ici, depuis 1949, hein, CMC Market, ils sont vraiment forts là, ils ont vraiment compilé les données, mais vous regardez l'or. L'or a toujours joué son rôle de valeur refuge. On va dire même le décalage de l'or a eu lieu, on va dire, au début des années 2002. Hein, 2002, l'or n'a fait que progresser jusqu'à le sommet. Il a atteint 1900 dollars l'once jusqu'en 2012 avant son déclin. Et pour le moment, je peux dire que l'or est dans la zone, hein, l'or est dans la zone de son prix naturel, d'accord? Le prix naturel de l'or, c'est quoi? Mais puisqu'on a une moyenne mobile ici qui part depuis 1949 jusqu'à maintenant, vous voyez ici, la zone ici en orange que j'ai tracée ici n'est pas une zone anodine hein, que j'ai tracée. Certes, c'est un support, c'est une résistance historique qui part de 2015, mais regardez très bien comment elle est confondue avec cette moyenne mobile que j'ai tracée, la moyenne mobile de 365 périodes, d'accord? Et donc, ça veut dire que le prix naturel de l'or, c'est bien sûr 1370.
1360, 1370. Ça, c'est le prix, la valeur de l'or, en fait. C'est ce qu'il vaut. Donc, actuellement, on suppose que ici, on était sous-évalué. L'or était sous-évalué. Donc, il fallait payer l'or. L'or également était sous-évalué. Il fallait le payer également parce que le marché n'acceptait plus que après une telle montée qu'on descende aussi brutalement. Parce que regardez ici, on était en 2016 et on est quitté là de 2012 jusqu'en 2016. Donc, on a eu 4 ans de baisse consécutive sur l'or. D'accord? Donc là, ça a été payé à 1100. D'accord? En janvier, je me rappelle très bien, janvier et février, l'or a fortement progressé à partir de 1100. Ici également, au niveau de 1130, ça a été payé. Également ici, à partir de 1200, c'était payé. Au niveau de 1250, 1240. Et c'est toujours les chiffres arrondis. Faites attention à ça, au niveau de l'or. Donc, au niveau ici de l'or, qu'est-ce que l'or attend en fait? En fait, l'or est, disons, l'or est corrélé, positivement avec les indices. D'accord? Le seul lien qu'ils ont en commun, c'est le dollar, bien sûr, parce que l'or est arrimé au dollar. Donc, si le dollar est fragilisé, l'or profite, l'or se renforce, d'accord? Mais dans une optique disons, de ce qu'on appelle les safe asset flow, dans une optique de flux d'investissement sécurisé, d'accord? On peut avoir souvent pardon, pas le dollar, mais les indices qui baissent, d'accord? Et puis l'or progresser. Alors que je vous ai dit que les deux convergent ensemble. Mais ça peut arriver, surtout dans les cas, dans les facteurs géopolitiques importants comme essais nucléaires de bombes, attentats terroristes, disons, voilà, crise financière sur les marchés financiers concernant les indices. L'or peut se renforcer violemment, d'accord? Parce que l'or a toujours joué, il a toujours ce statut, on ne peut pas lui enlever, mais il a toujours ce statut de valeur refuge. Donc, si par exemple, disons, il arrive une surchauffe sur les marchés financiers et que les indices devaient s'effondrer, d'accord, vous allez voir que l'or va progresser de façon violente, d'accord. Si on casse la zone, cette moyenne mobile ici, c'est-à-dire que si on casse la valeur intrinsèque de l'or qui est aux alentours de 1300, 1370, 1360, d'accord? Si on casse cette résistance ici, l'or va être surévalué, il va être surrecherché, il va surperformer le marché. Il va accélérer à 1500, 1600, 1700. D'ailleurs, même s'il casse 1370, 1380, le premier, je peux dire son premier arrêt, ça serait bien sûr 1300, 1600. Hein? Parce que tout cet espace ici est vide, puisqu'il n'a fait que baisser de façon violente depuis 2012. Donc, c'est un peu comme un excès. Et vous savez que les excès se récupèrent toujours. Un excès baissier est toujours récupéré par un excès haussier. D'accord? Donc, du coup, si on casse cette zone ici, l'or va vraiment accélérer. Ça serait vraiment l'opportunité d'achat, on va dire, j'allais dire même peut-être de l'année ou bien par exemple des deux prochaines années, de payer l'or ici pour aller chercher encore les plus hauts historiques. Mais en ce qui concerne l'activité d'un day trader, actuellement, l'or, je peux dire, on est plus ou moins neutre, voire aussi à très court terme, donc en intraday, au niveau du scalping. Si vous travaillez bien sûr l'or sur les marchés futurs, c'est très intéressant de travailler sur l'or sur les marchés futurs. Mais en ce qui concerne l'activité de traders ou de swing traders ou d'investisseurs, il faudrait vraiment attendre qu'on casse la zone ici en orange, qui est confondue à la moyenne mobile. Parce que à chaque fois vous remarquez bien qu'à chaque fois qu'on s'éloigne, on s'éloigne au moins de 100 à 200 dollars de la valeur intrinsèque de l'or, l'or est toujours payé. D'accord? Quand on a traversé la moyenne mobile ici, on était à 1000, aux alentours des 1000, 1050, 1100. Si vous prenez la distance de là jusqu'à ici, c'est à peu près 250, 300 dollars de l'or. D'accord? L'once d'or. Si vous êtes ici également et que vous remarquez la distance d'ici à ce niveau, qui était de 1120 dollars, ici on est à 1340, donc c'est à peu près 220, 250 dollars de l'once d'or. Donc à chaque fois que on passe au moins en dessous de 250 à 300 dollars sa valeur, ou 200, 250, le marché est souvent payé pour qu'il reparte vers son niveau naturel, sa valeur intrinsèque. Et ici, actuellement, on est en train de jouer. D'accord? On est vraiment dans la zone de neutralité, on se cherche. Mais si on casse violemment ce niveau, on va avoir une accélération. D'accord? Et ça implique que
c'est pas forcément, ça sera pas forcément dans un cadre, disons, d'un cadre purement technique, dans le sens que le dollar doit s'effondrer. On peut avoir aussi l'or progresser et le dollar aussi se progresser. Le dollar progresser, pardon, le dollar peut se renforcer et puis l'or aussi peut progresser dans les cadres, bien sûr, de, disons, comme je vous ai dit, de facteurs extrêmement géopolitiques, des facteurs extrêmement, disons, d'envergure assez particulière. Hein. Parce que le dollar, j'entends souvent des gens dire que le dollar c'est fini, le dollar va s'effondrer. Le dollar, malheureusement, ne peut pas s'effondrer, d'accord? Parce que le dollar peut constituer le rôle de valeur refuge, il peut constituer également le rôle d'actif de risque. Parce qu'il est tellement inondé dans le marché que il y a, il y a beaucoup de, disons, il y a beaucoup de pays industrialisés qui détiennent une grande part de leur richesse arrimée au dollar, cotée en dollars. Et ces entreprises ou, disons, ces États ou même ces grands groupes commerciaux ou ces grands bailleurs de fonds, eux-mêmes n'ont pas intérêt à ce que l'or s'effondre. D'accord? Donc, du coup, le dollar ne peut pas s'effondrer. Ce qui va faire effondrer vraiment le dollar, je ne sais pas c'est quoi, mais c'est peut-être même, disons, je sais pas moi, une sélection naturelle ou un retrait naturel même du marché, mais le dollar est tellement inculqué et il a tellement pénétré pratiquement tous les marchés, il est tellement inculqué même dans les valeurs, inconsciemment même déjà, quand il y a déjà des petits cataclysmes, les gens cherchent à détenir du dollar parce que c'est la monnaie de référence, la monnaie comme la monnaie, c'est ça, la monnaie de référence, de façon même, comme en termes de réflexe, d'accord? Tout le monde cherche à se procurer du dollar pour faciliter ses échanges, tant commercial, tant commercial que tant même, disons, au niveau même au niveau même de la population, au niveau des domestiques. Donc, du coup, je crois en fait au fait que le dollar ne peut pas s'effondrer comme ça. Ça va vraiment dépendre, encore une fois de plus, malheureusement, d'une volonté politique de retirer même elle-même les quantités du dollar. Mais même encore là, ça va dépendre, vous comprenez. Donc, suivez ça attentivement. L'opportunité de l'or est peut-être, voilà, l'or est peut-être sur des opportunités, en train d'arriver à des opportunités assez alléchantes. Et si vous avez payé l'or, bien sûr, au-dessus de 1375, je peux vous dire que ça sera peut-être un de vos meilleurs coups. En tout cas, moi, c'est ce que je surveille là. On va aller, bien sûr, en séance intraday pour illustrer un peu ce que je viens de dire. Vous voyez, on a eu, la semaine passée, je vous avais dit de payer donc l'or aux alentours de 1310, 1305. Ça a été fait ici, c'est ici donc je parlais. Donc on a explosé, d'accord? Pourquoi j'ai mis ce cadran orange? C'était pour vous montrer en fait l'allure vertigineuse de la progression de ce graphe-là en fait. Donc vous voyez comment il a fortement progressé. Et puis les phases, regardez bien les phases de correction sont très restreintes comparativement aux phases d'impulsion, d'accord? Donc du coup, c'est pour vous dire qu'en fait que le dollar, l'or en fait montre des signes en fait de renforcement. Et si ça continue comme ça, si on commence à voir toujours que le dollar est en fait est sous pression baissière, l'or ne fera que se renforcer. Et dans la même mesure, l'euro-dollar aussi se renforcera. Hein, donc on peut aller en fait à faire une pierre deux coups. C'est-à-dire acheter l'or, acheter l'euro. D'ailleurs, ils sont corrélés les deux. Le seul lien, c'est le dollar, d'accord? Donc quand le dollar va se... Et également, la plupart des matières premières, c'est comme ça. Si le dollar est fragilisé, vous verrez que tout ce qui est matières premières agricoles, métaux précieux, se renforce également, d'accord? Même énergétique, c'est-à-dire le pétrole, des choses comme ça. Et ça veut dire que ça amène en fait le retour de l'inflation. Parce que si le dollar est moins cher, tout le monde voudrait s'en procurer. Ça va stimuler les dépenses, ça va augmenter, bien sûr, stimuler un peu, donner un boost à la consommation, donc à la croissance. Donc, on peut avoir un retour de l'inflation, d'accord? Et ça pourrait même aider, je pourrais dire même la Fed, à justement rattraper son retard de sa politique monétaire, de sorte à augmenter les taux lorsqu'on ira dans les surchauffes ou dans les zones de surconsommation. Comprenez? Voilà pourquoi le président Jerome Powell, il est en fait disons, dans cette logique de pouvoir augmenter les taux d'intérêt le plus rapidement possible pour se donner un peu de la marge de manœuvre. Parce qu'au cas où on repasserait encore en zone de surconsommation et en zone de surchauffe, il n'a plus de marge pour justement augmenter les taux d'intérêt.
Parce que dans les phases comme ça, il faut baisser les taux d'intérêt. Or, s'il n'a pas maintenant, s'il n'a pas pu augmenter les taux d'intérêt, ben, il ne pourra rien faire. Et donc, du coup, on peut avoir bien sûr des retournements ou des cracks boursiers. D'accord? Donc, ça, c'est à suivre. Et c'était pour vous, donc, pour vous illustrer donc, ce propos. Donc, surveillez attentivement l'or. Là, lorsqu'on le voit comme ça ressemble un peu à une structure, disons, de biseau d'élargissement. Hein. Donc, on peut avoir, bien sûr, en quelque sorte, souvent des latéralisations ici, des consolidations entre 1350 à 1345, voire 1340. Mais tout de même, si le biais en baissier sur le dollar persiste, on peut avoir toujours des impulsions à venir. D'accord? Donc, ça, c'est à suivre. Donc, ça, je n'ai plus besoin de ça. Je vais l'enlever. C'était pour illustrer donc mes propos. Voilà. C'est pareil également, même constat sur le pétrole. Hein. Donc, intuitivement, je l'ai fait. Vous voyez que c'est le même constat parce que quand le dollar se rétracte, ces matières premières-là se renforcent. D'accord? Et on va aller voir, bien sûr, au niveau du daily. Regardez, on voit très bien que, vous voyez ici, on voit une forme de double bottom. Hein. Premier échec ici, deuxième échec ici, mais double bottom de façon larvée, d'accord? Cassure de la neckline ici, qui est à 67,50. Si je le mets, regardez bien, vous voyez que ça dessine bien un double bottom. Hein. Vous voyez, double bottom en larvé, donc de façon larvée. Donc, vous allez voir que on a cassé cette neckline. On peut avoir peut-être un petit pullback jusqu'aux alentours des 68,30, peut-être pour repartir. Mais en ce qui concerne le double bottom en question, je peux dire même qu'il est pratiquement terminé parce que si vous regardez, bien sûr, on prend la distance la distance théorique, donc comment on peut dire ça, l'objectif théorique à partir donc de la neckline ici au milieu jusqu'au plus bas là et qu'on le reporte au-dessus de la cassure, ça donne à peu près des niveaux jusqu'ici, à peu près aux alentours des 70, 71, d'accord? Et on a eu une grosse bougie d'impulsion haussière, un peu par exemple pour aller dans le même sens que l'augmentation de, on va dire le renforcement ou pas le renforcement, mais le rétractement du dollar, d'accord? Donc ça a mené donc le pétrole à se renforcer. Mais ce mouvement-là, est-ce qu'il est encore en cours? Est-ce qu'il peut se poursuivre encore? Je suis encore un peu sceptique parce que, comme je l'ai dit, l'objectif théorique a été déjà peut-être atteint, d'accord? Donc, à partir de 67,50 jusqu'à 62,50, d'accord? Ici, c'est la distance de là à là. Si on la reporte au-dessus ici, vous allez voir que ça donne à peu près comme objectif théorique 72,50, d'accord? Or, quand on regarde de long terme, on est bien sûr dans une figure dans un biseau ascendant de rétrécissement, d'accord? De contraction. Hein, dans cette zone ici, il y a de la contraction. Donc, du coup, on peut avoir des baisses, des hausses, des baisses, des hausses, des baisses. Et finalement, au niveau donc de la pointe donc de ce triangle de contraction ici, dans cette distance ici, on peut avoir bien sûr, s'il n'y a plus de force pour le faire sortir par le haut, on va le casser violemment par le bas. Et puis, donc, on va avoir une accélération baissière. Mais sachez que si on invalide cette figure à connotation baissière, qui est le triangle ascendant de rétrécissement, d'accord? Donc, là, ce biseau-là, donc en général, la sortie se fait au niveau du bas. Si on l'invalide par le haut, donc on invalide cette figure baissière par le haut, donc c'est un fort signal bullish, comme je dit. Ça signifie en fait qu'on a un retour d'inflation, d'accord? Le retour de l'inflation, ça veut dire qu'on est dans des excès, au niveau des prix, disons, dans le panier des comptes de consommation. Donc, le pétrole est arrimé à ça. C'est un élément fort déclencheur de l'inflation. Donc, ça veut dire que si on sort par le haut, si le pétrole sort par le haut de cette figure en données hebdomadaires, ça va amener, bien sûr, un effondrement des prix des produits obligataires, d'accord? Parce que l'inflation n'est pas bonne pour les bons du trésor, d'accord? Ça a coûté trop cher de détenir de la dette. Et puis également aussi, ça va bien sûr amener la Fed à intervenir sur le marché avec une politique ultra accommodante pour calmer le jeu, d'accord? Donc, si on sort par le haut, ça serait vraiment assez particulier. Ça fera un choc macroéconomique, on va dire, très positif
bien sûr, sur tous les actifs détenus en matière de fixed income, un peu comme l'immobilier. Voilà, les propriétaires immobiliers ou bien les grands groupes immobiliers vont apprécier cette croissance du pétrole, mais les particuliers ou les consommateurs, c'est-à-dire nous, on ne va pas apprécier ça. D'accord? Ça ne va pas être bon pour l'économie en quelque sorte. D'accord? Donc, il faudrait donc suivre ça attentivement. Si je vais donc en donner horaire, vous allez voir, c'est le même constat. Forte accélération haussière à cause, bien sûr, du rétractement du dollar, d'accord, de ces derniers temps. Et puis, plus ce facteur politique pèse sur le dollar, plus ça renforce le pétrole, avec également les fondamentaux de l'Agence internationale de l'énergie, de maintenir les quotas, voire même peut-être même de les diminuer encore sur l'offre de la production mondiale du pétrole, ce qui va donc pour soutenir donc les prix à très court terme et à long terme, à moyen terme pardon, du pétrole. On peut continuer à percevoir une progression, disons, plus ou moins haussière sur les horizons de temps à venir sur le pétrole, d'accord? Donc ici, je n'ai plus, voilà, je l'enlève. Donc c'était pour illustrer encore une fois de plus mes propos. Vous voyez que avant de finir, si je me mets ici comme ça, vous voyez, en termes d'un trader intraday, on peut scalper cette zone ici, voilà, rapidement, hein, si je mets comme ça. Vous voyez que ça donne en fait une figure, en fait, encore un biseau d'élargissement encore, qui sont des figures qui sont extrêmement très difficiles à transiger. On a fait déjà un plus haut ici, on semble faire également un plus haut ici, donc ça semble montrer l'essoufflement, donc on peut avoir une correction pour venir taper donc la zone des 69, 60 ici. Donc celui qui est bien sûr positionné à l'achat sur le pétrole, qui fasse gaffe par contre, parce qu'on est en train de percevoir donc un établissement de figures intermédiaires à connotation baissière. Donc il faudrait faire attention là-dessus. Voilà, donc ça, j'enlève ça rapidement. Tout en chandelier, voilà. Au niveau du cuivre, donc le cuivre qui a donc fini par céder à cause donc de ce challenge commercial entre la Chine et les États-Unis, le cuivre qui fait partie de l'une des matières premières les plus utilisées au niveau de la production industrielle en Chine, à cause donc de ce bras de fer commercial entre les États-Unis et la Chine, le cuivre est sous pression baissière. Il a cassé violemment cette oblique, ce support oblique, hein, qui est ascendant là, de long terme depuis en fait, le 29 octobre, 30 octobre, 1er novembre 2016. Il n'a fait que progresser, d'accord? Donc, c'était dans les phases en fait de croissance, de croissance économique au niveau de la Chine. Donc, on a fortement progressé. Et avec la pression politique et économique commerciale qu'il y a actuellement sur la Chine au niveau des tarifs, on a cassé violemment le cuivre. Donc, on est sorti par le bas de cette figure. Donc, donc ça veut dire que, en fait, le cuivre est dans une prémisse baissière. Mais le meilleur trade que vous pouvez faire actuellement sur le cuivre, ce n'est pas bien sûr de le shorter là. Si vous voulez, vous pouvez attendre d'avoir un meilleur prix, c'est-à-dire de confirmer cet échec, cette cassure de cette ligne verte, et puis attendre en fait un petit retracement haussier pour confirmer que soit on va réintégrer le plus haut, hein, la clôture mensuelle, ou bien soit on échoue là et vous le vendez, d'accord? Ça serait vraiment un très bon ratio risque-reward. Mais pour ceux qui veulent vraiment être sûrs de prendre ce trade, comme moi par exemple, moi je chercherais à vendre le cuivre en dessous de 2,90 $. C'est-à-dire ici, si on repasse ici en dessous, il y a tout cet espace ici à aller chercher à la baisse, d'accord? Et on peut même aller viser donc la zone ici en bleu de 2,50 $. Donc de 2,90 $ à 2,50 $, il y a 40 sous, d'accord? Et il y a 40 sous si vous avez par exemple, vous vendez, si vous utilisez les produits dérivés, ne serait-ce qu'en futur, et que vous rentrez à la baisse et vous prenez ces suite 40 sous, vous prenez par exemple 30 sous ou bien 35 sous, ou pourquoi pas même les 40 sous de dépréciation, de baisse sur le cuivre. Ça pourrait être drôlement intéressant si si vous chargez, si vous sizez, donc vous mettez beaucoup de l'eau là-dessus, parce que c'est un trade pratiquement, si on passe en dessous ici,
le trade est pratiquement sûr qu'il va baisser. C'est quasiment à 80, je peux dire même à 80%, c'est pratiquement sûr. Donc, si on casse ça, on casse ce niveau ici en zone assurée en brun, ça montre vraiment, ça va montrer vraiment, confirmer la faiblesse actuellement de la Chine envers les États-Unis concernant sa production industrielle et l'utilisation du cuivre et aussi d'autres métaux précieux comme l'aluminium et puis également d'autres trucs, d'accord? Donc, il faudrait vraiment suivre ça attentivement. On a ici un premier signal baissier, donc ce qu'on appelle les bullish, les bearish engulfing. Donc ici, vous avez vu, hein, je vais agrandir. Vous regardez un peu le corps de la bougie, comment c'est impressionnant. Il n'y a même pas de mèche, hein. C'est vraiment un corps vraiment imposant. Donc, et ça, c'est en daily, hein, c'est en daily ça. Donc, on est vraiment, c'est vraiment un signal bearish. Donc, on va attendre bien sûr soit de la confirmation ici, soit un petit retracement pour échouer donc dans la zone des 3,50 $, voire les 3,1 $ s'il y en a. Et s'il n'y en a pas, ben, ce serait vraiment l'opportunité rêvée donc de shorter le cuivre et puis d'aller chercher le plus bas qui est à 2,50 $. Et puis 2,50 $, c'est un seuil symbolique, hein. D'accord, c'est un chiffre assez symbolique au niveau du cuivre. Si vous remarquez, de long terme, la zone des 2,50 $, comment est-ce que ça a été travaillé à maintes reprises, d'accord? Malheureusement, on n'a pas de données, avec FXM, on n'a pas les données jusqu'à des années précédentes sur le cuivre, mais si vous prenez un autre graphe de notre plateforme, vous allez voir que la zone des 2,50 $ est une zone assez importante, d'accord? Je vais mettre en daily voir s'il y a possibilité de reculer en arrière. Non, pas. Ok, bon. Bon, vous voyez ici, hein, donc c'est vraiment une zone assez... et ça coïncide également avec la moyenne mobile ici. Donc, on peut venir chercher la moyenne mobile là. Et si on casse cette moyenne mobile là à 2,80 et quelques, donc il y a tout cet espace là à aller chercher, d'accord? Donc, un trade, ça sera un trade hyper facile à faire sur le cuivre. En CFD, je vous déconseille de travailler en intraday, mais disons, en marché futur. En CFD, on peut travailler sur le cuivre, mais en termes de swing trading, mais en marché futur, on peut travailler dessus très bien en intraday. Donc, vous pouvez travailler si vous voulez en intraday, mais en termes de CFD, il faudrait donc rester à l'écart parce que c'est un peu difficile du point de vue de la marge et puis du spread là-dessus, d'accord? On finit avec le gaz naturel. Donc, le gaz naturel, bien sûr, ce sont les mêmes procédés, du pareil au même. Je vous avais dit également depuis les vidéos précédentes, depuis les points de marché précédentes, que de ne rien faire dans cette zone ici, assurée en bleu, hein, la zone assurée en bleu ici, il ne faudrait rien faire parce que c'est une zone qui est vraiment, où on a beaucoup travaillé, c'est devenu support, résistance, c'est un pivot en fait, c'est une zone de polarité. Il faudrait soit qu'on passe au-dessus de ce pivot là ou bien en dessous de ce pivot. Pour l'instant, on est encore dans cette zone, donc pour le moment, il n'y a rien à faire. Ceux qui veulent travailler en intraday sur marché futur, encore une fois de plus, vous avez la liberté de le faire. Mais en CFD, je déconseille à toutes les personnes qui souhaitent trader. Il faudrait attendre qu'on casse également 2,50 $ ici pour shorter le gaz naturel ou alors qu'on repasse au-dessus, par exemple, de 2 dollars, de 2,75 $ pour reprendre, hein, pour aller à la hausse, pour corriger en fait cet excès baissier qu'on a eu ici, d'accord? Donc, 2,75 $ et 2,50 $, ce sont des seuils à surveiller. Sinon, entre cette zone, donc cette zone de 25 sous là, il n'y a rien à faire là-dessus. Il faudrait donc regarder le marché et le laisser faire en fait. Si vous remarquez également en données intraday, vous voyez ici qu'il n'y a pratiquement rien à faire, hein. Donc, en termes de scalping, oui, on peut travailler sur futur, encore une fois de plus, mais sur CFD, ce serait, disons, moi je dis, ce serait risqué, d'accord? On va jeter un coup d'œil rapidement sur le dollar index, parce qu'on a eu maintenant l'habitude maintenant de le regarder, d'accord? Donc le dollar index qui est encore mal en point, vous voyez qu'il plonge, hein, il plonge. Donc ici, c'est là que j'avais dit que je voyais très bien. Quand on arrivait ici, j'ai dit que je voyais très bien le dollar arriver là et s'effondrer. Donc c'est ce qui s'est passé. On a encore baissé et on continue de baisser. Pourquoi pas peut-être aller chercher, si je rétrécis, pourquoi pas peut-être aller chercher la ligne en vert ici, qui a été toujours payée par jusqu'à présent. Si je mets
Hein. Regardez bien cette ligne, c'est une ligne assez importante. Si je mets en données hebdomadaires, vous voyez, ce support, cette oblique là, ce support ici de long terme, vous voyez que ça a été payé ici une fois, deux fois, trois fois, peut-être encore une quatrième fois. Donc peut-être que c'est là qu'on se dirige là-dessus. On semble vouloir le casser. Si on le casse, c'est pas bon, d'accord. On peut avoir le dollar qui risque de s'effondrer, d'accord. Et si le dollar s'effondre, vous connaissez la suite. Or progresse, euro-dollar progresse, GBP continue de manière stratosphérique et ainsi de suite. Vous connaissez donc l'enchaînement. Donc, il faudrait suivre ça attentivement et puis ne pas être trop porté à justement à attendre ce scénario parce que tout peut arriver, on est sur les marchés financiers. Il n'y a pas de scénario qui prime sur un autre. C'est seulement les facteurs fondamentaux qui peuvent justement donner raison à une analyse ou à une autre. Donc, il faudrait suivre l'actualité fondamentale et l'actualité notamment politique, parce que c'est ça qui fait bouger le marché. Alors, si on descend ici que le marché est repayé, ça sera juste un rebond technique, mais pourvu que, ça dit que tant qu'il est enfin dans cette zone assurée en bleu, il y a certes une prémisse baissière, mais ça va donc matérialiser une incertitude. Et à chaque fois qu'il vient ici sur la ligne verte, il est payé. Vous le voyez ici, hein, en février, il était payé. En mi-février également de 2018, il a été payé. Donc, s'il revient retester encore ce niveau, il risque encore, il y a des fortes chances qu'il soit payé, d'accord? Mais si on le casse, oui, on peut avoir donc un effondrement à court terme du dollar. Et ça va soutenir donc ça va soutenir également les bons du trésor, l'or et tout ça, d'accord? Et puis disons les matières premières d'inflation comme le pétrole ou le gaz naturel, d'accord? Donc c'est ça que je voulais donc vous montrer. Alors je vais passer bien sûr à la plateforme de CMC Market pour qu'on voit rapidement les indices et puis les bons du trésor pour finir donc cette présentation. Euh, Ici, voilà. Très bien. Alors, au niveau du T-Note, donc ça c'est le T-Note hein, ici, donc vous voyez, je pense qu'on ne voit pas très bien là, mais c'est le T-Note. Le T-Note, c'est-à-dire c'est l'actif le plus liquide au niveau des produits obligataires aux États-Unis. Donc, le spread entre les T-Notes et les bons du trésor au niveau des rendements obligataires commence à, bien sûr, se rétrécir, comme je vous ai dit. Et on a, bien sûr, on est dans un range. Hein. Vous voyez le petit carré ici, le petit range. Donc, on est dans un range depuis, en fait, depuis décembre, janvier, février, d'accord? Parce qu'on a un donné hebdomadaire. Ça fait combien de temps qu'on est dans ce range-là? Ça fait, on va dire, à peu près deux mois et demi à peu près. Donc, si on sort de ce range, il faudra s'attendre bien sûr à une accélération haussière pour aller toucher donc la zone ici en bleu, la zone, on va dire la zone que j'avais tracée ici, qui est en fait un niveau de pivot qu'il faudrait donc, il ne faut pas traîner dans cette zone en bleu. Donc, si on casse ici le petit carré ici en mauve, en rose, vous pouvez donc acheter, donc c'est mon plan, j'achèterai donc le T-Note aux alentours de 121,50 jusqu'à 123,50, donc il y a quand même 200 points à aller chercher là, dans cet espace ici. Et puis là, à partir de là, je me calmerai, je vais attendre donc ce qu'il va faire, mais il y a peut-être une opportunité de payer techniquement le bon du trésor. Mais disons, il faudrait attendre donc qu'on sorte de ce petit carré. Si je vais donc en donner en intraday, c'est pas vraiment la peine d'aller en intraday, puisque si on est en CFD en général, on peut rien faire là-dessus. Mais disons, je vais ajuster ce rectangle-là. Il est bien plus supérieur. Voilà. Donc, vous voyez qu'on est dans ce range-là. Donc, si on sort de ce range par le haut, bien sûr, il y a tout ça à aller chercher. Mais apparemment, il semble se diriger vers le bas. Donc, pourquoi pas donc payer hein, le bas de ce range encore pour se replacer, pour aller dans le sens en avant. Donc, en termes de scalping, on peut avoir des scénarios comme ça. Mais en termes de day trading, c'est un peu difficile de travailler, surtout sur les CFD d'ailleurs. Hein. Après, si je vais donc sur l'eurobond, donc la dette européenne, on semble avoir retravaillé, repassé au travers donc, de la zone assurée en bleu. C'est à peu près les mêmes configurations qu'on a vues sur le T-Note dans l'eurobond. Vous voyez qu'on est repassé au-dessus. Donc là, d'ores et déjà, on peut chercher à payer. En fait, moi, je vais chercher à payer l'eurobond ici pour aller chercher cet espace ici cet espace vide ici parce qu'il y a eu un violent excès baissier là.
Donc, on peut aller jouer avec la borne, disons, la résistance oblique en rouge ici, qui en fait, si on rétrécit un peu l'image, c'est un peu dans l'optique du biseau intermédiaire descendant. Donc, la sortie est généralement haussière. Et si on sort par le haut de cette ligne en rouge, par le haut de ce biseau descendant, on peut aller viser donc disons ici, les niveaux ici plus hauts, donc qui constituent également la résistance oblique en rouge de ce long canal ascendant là, d'accord? Donc du coup, ici, il y a peut-être une opportunité de payer, pardonnez-moi, de payer donc l'eurobond, d'accord? Il faudrait donc s'assurer d'avoir les détails du contexte fondamental sur l'Europe. On sait que la fin de le QE au niveau de l'Europe commence à s'arrêter, d'accord? Donc on commence à voir que vraiment le programme de rachat d'actifs commence à prendre fin. Donc, cela veut dire que l'eurobond risque c'est-à-dire si la Banque centrale européenne commence à réduire la taille de son bilan au niveau de son programme de rachat d'actifs, on peut avoir un eurobond qui va s'effondrer, d'accord? Mais tant que aussi longtemps qu'il prolonge cette impression quantitative de l'argent, on aura encore des mouvements haussiers à venir sur l'eurobond, d'accord? Également, il faudrait vérifier ça avec aussi, disons, les rendements obligataires, d'accord? Si les rendements obligataires également commencent disons, à rétrécir, d'accord? Si les rendements obligataires commencent à rétrécir, ça veut dire que le T-bond va progresser. Mais si les rendements obligataires commencent à baisser, ça veut dire que, pardon, vice-versa. Si le rendement obligataire, d'accord, commence disons, à rétrécir, ça veut dire en fait que c'est plus risqué donc d'investir sur le T-bond. Donc, ça veut dire que le T-bond en fait est en train de progresser et vice-versa, d'accord? Donc, c'est ça qu'il faudrait regarder. Pour l'instant, techniquement, on est haussier, d'accord? En tout cas, en intraday. Si vous voulez maintenant travailler en swing trading, pourquoi pas? On peut chercher à payer donc ici. Si on met un stop juste en dessous là et puis on va chercher tout cet espace, bon, le ratio risque-reward n'est pas trop top. Il est un peu plus ou moins acceptable. C'est peut-être de 1 pour 1 ou 2 pour 1 max. Mais je peux dire en intraday, on peut opter pour un achat, mais en termes de swing trading, j'attendrai mieux. Hein, j'attendrai mieux. Il ne faudrait pas se presser. Faut vraiment regarder tous les détails en quelque sorte. Mais en ce qui concerne ce trade-là, on est vraiment orienté vers un trade haussier. Ça, c'est sûr. On va aller pour finir avec voilà, vous voyez? Donc, le Dow Jones. Vous voyez que on a rebondi. Hein, on a rebondi sur la zone ici que j'avais tracée hier le dimanche ici. La zone en fait pratiquement c'est une zone en fait d'algo en fait. Et j'ai dit que si on cassait pas, bien sûr, en début de cette émission, si on cassait pas cette zone ici, c'est de cette zone que je parlais, on peut avoir un fort rebond, un optimisme. Regardez ici, regardez je vais juste ajuster mon écran. Vous allez voir comment c'est magique. Regardez l'écran ici que je vous ai dit. Vous voyez le nombre de points ici? Vous voyez le nombre de points? 400 points. On a pris 400 points en ligne droite. D'accord? Et c'est ce que je vous ai dit. Faites attention aux excès. Je vous ai dit au début de l'émission que si on ne casse pas, si on ne valide pas cette prémisse baissière sur les indices, on va avoir bien sûr un regain parce qu'un échec d'une figure baissière est un signal bullish. D'accord? Un signal, un reversal. D'accord? Et c'est ce qui s'est passé. Regardez bien. On est venu ici, on n'a pas cassé donc cette zone ici de violente baisse, d'accord, d'algo. Et on a rebondi là-dessus. Et regardez, on a pris 400 points en ligne droite sur le Dow Jones. Vous comprenez? C'est ce que je vous disais. Et j'ai dit souvent sur les réseaux sociaux, j'ai dit attention à la récupération des excès. C'est de ça que je voulais parler en fait Malheureusement, je n'ai pas été, j'ai pas été là, j'ai pas été positionné. Mais regardez comment c'est propre techniquement, comment est-ce qu'on a rebondi pile poil et là on reprend, d'accord? C'est une respiration de 400 points, 424 points d'ailleurs, d'accord? C'est absolument impressionnant le Dow Jones
comment est-ce qu'il peut, des fois, disons, il perd, disons, 700 points et il reprend 400 points en ligne droite, d'accord? Et c'est ce genre de trade-là, justement, que je veux que vous fassiez. Parce que actuellement, pour un investisseur, c'est difficile de se positionner à l'achat sur un marché comme les indices, le Dow Jones, parce qu'en général, les investisseurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils payent des trackers, hein, les ETF, ils se placent et puis ils prennent en fait des mouvements, des cycles haussiers à venir sur 5 ans, 7 ans, 10 ans. Mais actuellement, c'est un marché en fait où c'est beaucoup trop spéculatif. C'est un marché en fait de traders, de spéculateurs. Un marché, c'est pas un marché d'investisseurs. Surtout qu'on s'attend à un effondrement, disons, ou à une correction majeure à venir dans les jours à venir, d'accord? Donc, il n'est pas opportun pour un, disons, un investisseur de se placer là à l'achat parce qu'un investisseur ne short pas. Il ne fait que payer, il fait du cumul de valeur, d'accord? Donc, voilà pourquoi je dis que lorsqu'on a des échecs, des confirmations baissières sur les indices, ça peut être perçu comme un signal bullish. Surtout que si on a, par exemple, disons, des accords de principe entre la Chine et les États-Unis au niveau donc, de leur challenge commercial, on peut avoir une accélération haussière sur les indices. Voilà un parfait exemple, c'est-à-dire en live, même pendant qu'on est en train d'enregistrer cette émission, vous voyez comment, à l'ouverture des marchés, puisque actuellement il est 9h50, ça fait à peine 20 minutes que le marché vient d'ouvrir, le marché nord-américain, le marché américain, d'accord, la séance américaine, et on prend 400 points en ligne droite, c'est-à-dire on passe de 23 590, 23 600 jusqu'à 24 000, d'accord? Et ça, ce genre de trade-là, vous pouvez le faire chaque jour, quotidiennement, sur les marchés. Bien sûr, en tant que spéculateur, en tant que, disons, trader, d'accord? Mais en tant qu'investisseur, vous ne pouvez pas le faire parce que actuellement, ce n'est pas le bon timing. Il faudrait attendre, bien sûr, que on ait, bien sûr, cette supposée correction de 30 à 40% sur les marchés indiciels comme le S&P, le Nasdaq et le Dow Jones pour en fait se profiter en fait de ce mouvement de récupération ou bien cette relance en fait des marchés financiers. Donc, vous voyez vous-même de vous, une image vaut 1000 mots. Je n'ai plus besoin d'argumenter. Vous le voyez comment c'est propre. Voilà pourquoi vous allez voir, bien sûr, tout à l'heure dans mon récapitulatif, que j'avais dit que j'étais neutre, voire baissier. Neutre, voire baissier, ça veut dire que j'étais neutre, disons, disons, au niveau de la différente baisse qui a eu lieu. Et puis, voir vraiment si on allait avoir vraiment une confirmation prononcée en fait de cette baisse qui a été initiée depuis le jeudi passé. Et si on n'avait pas justement eu cette confirmation, ça pouvait être considéré comme un reversal. Et vous allez voir qu'on va progresser encore. On peut progresser jusqu'à aller retrouver les anciens niveaux. Et puis après, quand on va avoir encore des dégradations au niveau justement des échanges commerciaux, il va encore replonger. Donc, c'est des up and down, d'accord? Mais pas des up and down de 10 points, c'est des up and down de 400 points, 750 points, d'accord? Donc, faites très attention lorsque vous travaillez sur les indices parce que vous pouvez être facilement à contre-tendance. Sauf si vous comprenez un peu la logique des marchés et vous comprenez également l'actualité fondamentale qui se passe actuellement, d'accord? Donc, j'ai tout dit, je crois. Je n'ai pas besoin d'aller encore plus loin. Vous voyez, c'est pareil hein, sur le Nasdaq. On voit très bien que le Nasdaq également, l'autre a pris 400 points. Comme lui, le Nasdaq, c'est un indice qui a à peine 100 valeurs. Donc, c'est quand même lourd. Il prend 110, 120 points. Pendant que le Dow Jones, qui a 30 points, 30 valeurs, il en prend 400 points. D'accord? Donc, mais c'est pratiquement la même chose. Ce sont des indices justement, qui travaillent comme ça. Et vous voyez là que la zone en rose a été vraiment une zone déterminante avec cette longue mèche ici. On est venu ici, on n'a pas transpercé cette zone, on a rebondi dessus et là on poursuit, donc on semble poursuivre notre chemin. Et si vous regardez de plus près, attendez, je vais vous mettre ça, vous allez voir que pardon, c'est pas ici. Voilà. Donc vous voyez que ici on semble avoir fait un double top, hein, double top ici de façon latérale. Donc si on repart ici, on recasse ici et puis on arrive à ce niveau-là et qu'on échoue encore, on peut avoir encore un autre trip top, d'accord? Et là encore, la baisse encore pourrait être encore plus violente. Donc vous voyez que chaque fois, on a des niveaux très bas qui arrivent, le marché repaye, on arrive en haut aussi, on arrive dans des zones de surchauffe, le marché, si on échoue, le marché encore recorrige vers le bas. Et c'est comme ça que c'est la seule manière que vous pouvez donc justement travailler les indices
Et bien sûr, l'indice de référence ou disons le benchmark, c'est le S&P. Donc, si vous regardez le S&P, vous allez voir que pratiquement tous les mouvements baissiers ou haussiers à venir, vous pouvez justement le savoir à partir du S&P. En fait, vous pouvez vous attendre parce que le savoir, c'est un peu prétentieux, pardon, mais vous pouvez, disons, on va dire, savoir à quelque près comment est-ce que le marché va se comporter en fonction de l'observation sur le S&P 500. Voilà, c'est fini, on s'arrête là. Donc, je vais donc m'arrêter là. Alors, je vais donc faire le récapitulatif donc de aujourd'hui de cette émission. Alors, GBP/USD, hein, fondamentalement neutre, voilà, fondamentalement neutre, voire haussier. Techniquement, en intraday, c'est haussier. Faites attention à la prise des bénéfices, d'accord. Le technique sur le long terme, pour le moment, il est bien parti pour être haussier. USD-CAD, c'est la neutralité partout, d'accord. On est dans la zone assurée en bleu. L'euro-dollar, c'est pareil, même constat. Le Dow Jones, fondamentalement neutre, voire baissier, mais faites attention à la récupération des excès de 400 points, parce que si on fait une baisse de 750 points, on récupère de 400 points, et puis au lieu de confirmer donc cette récupération, on échoue encore, ça sera encore un autre mouvement violent, encore de 600 points encore à venir. Donc faites attention, soyez neutre, voire, disons, cherchez à vendre les différents points hauts sur les indices. C'est une bonne stratégie. L'or, au niveau de l'or, mais ne soyez pas haussier sur les indices. Hein. Ne soyez pas haussier. En fait, c'est mon avis. Donc, chacun fait ce qu'il veut. L'or, au niveau de l'or, c'est fondamentalement neutre. Techniquement, à court terme, on est haussier, d'accord. On a vu pourquoi. Ainsi que le pétrole et également les autres matières premières telles que le cuivre. Le cuivre, on a vu que c'est purement un facteur géopolitique et commercial qui influence le cuivre, même s'il est arrimé inversement avec le dollar, d'accord. En général, quand le dollar se rétracte, le cuivre est supposé se renforcer, mais actuellement, à cause donc du facteur commercial sur la Chine, le cuivre est dans de mauvaises postures, d'accord. Le gaz naturel, c'est la neutralité partout. L'eurobond, on est pratiquement neutre, c'est-à-dire on est aux alentours de la zone, dans le rectangle en bleu que l'on a vu. Techniquement, à court terme, c'est bien on peut chercher à le payer, d'accord. À long terme, il faudrait encore faire attention. Je vous ai dit, il faudrait qu'on passe vraiment la moyenne mobile pour aller au-dessus, pour vraiment se diriger vers un mouvement haussier à venir. C'est le même constat également pour le T-Neutre, fondamentalement neutre, voire haussier. Et puis techniquement, à court terme aussi, on est neutre, voire haussier. Parce que dans la mesure où la Fed n'est pas dans une dynamique, on va dire, de hausse, de 4 hausses des taux supposés et vient à 3 hausses des taux, bon, ça veut dire qu'elle est en fait dans une dynamique de continuer son programme de forward guidance, donc son programme de rachat, d'inonder le marché par les politiques monétaires accommodantes. Cela veut dire que en fait, les bons du trésor risquent de progresser. On va avoir des écarts des rendements obligataires et des rendements, les rendements obligataires entre le T-bond et le T-note vont bien sûr s'agrandir. Donc, ça sera plus payant de détenir une dette plutôt que de la laisser tomber, d'accord? Ainsi s'achève donc cette émission. Merci d'avoir suivi. Grosse émission, hein? On a été pratiquement ensemble pour 1h30. Je suis désolé pour le temps, je m'excuse, mais je veux tellement que vous sachiez toutes ces informations pour être prêt sur les marchés. Voilà pourquoi mes émissions sont assez complètes, assez longues. Mais dans l'avenir, bien sûr, je travaillerai à être un peu plus, à synthétiser un peu plus. Mais j'ai déjà fait quand même beaucoup d'efforts parce que je peux être prêt à faire des émissions même de 3 heures parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais pour le moment, je crois qu'on va s'arrêter là. Et je m'excuse encore pour le temps que ça vous a pris. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette émission. Alors, donc, n'hésitez pas, bien sûr, à revenir vers moi concernant la formation, la formation de trading. Si vous êtes intéressé, bien sûr, à me contacter. On va, bien sûr, mettre ça au claim sur la période d'inscription. Dépêchez-vous parce que je m'attends à 20 places maximum, d'accord? Donc, c'est le moment de vous manifester, bien sûr. Sinon, à part ça, portez-vous bien. Et puis, on se retrouve donc dans les prochaines émissions, notamment le mercredi avec le live scalping. Merci encore et bon début de semaine. Au revoir.